Lacan, nous et le réel, 39e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, je voudrais revenir sur une phrase que j'ai énoncée il y a un certain temps. C'était au tout début de l'apparition du Covid, enfin du coronavirus, et de la manière dont les choses commençaient à tourner déjà. Alors cette phrase, c'est « Le virus est réel, la contagion est idéologique ». J'en ai parlé dans le séminaire, le premier séminaire juste post-claustration, car j'ai du mal à dire confinement. Peut-on penser le confinement? Ça a l'air difficile. Donc cette phrase-là, qui concerne l'écart qu'il y a entre justement la préoccupation de la psychanalyse, qui est de traquer le réel en quelque sorte, et la dimension purement imaginaire, donc qu'a prise l'histoire, les différentes histoires autour de ce virus, nous amène aujourd'hui à reconsidérer un petit peu quelque chose qui a l'air d'être une vieillerie sortie d'on ne sait pas où. Enfin, si on sait très bien où, puisqu'il s'agit de l'œuvre de Marx. C'est cette fameuse lutte des classes. Parce que ce qui est le plus troublant aujourd'hui, je dirais, indépendamment des aberrations logiques de tous les décrets et des lois qui sont prises et de tout ce qui se passe actuellement, qui est une grande incohérence, mais ça on l'a déjà vu aussi avec la manière dont le logicien Bertrand Russell présente la situation. Et un système est soit incomplet et consistant, soit complet et inconsistant. On a vu au séminaire précédent que nous étions entrés dans le fantasme de la complétude, et donc nous devons nous habituer à une certaine inconsistance, et l'inconsistance c'est celle de la logique. Aujourd'hui on assiste sans arrêt à une très grande inconsistance logique. Donc nous n'allons pas nous arrêter à ça, parce que c'est très difficile justement de démontrer d'où vient cette inconsistance logique. Et c'est ce que je vais essayer de faire en prenant appui sur, au départ, une perception, je dirais, quelque chose d'ordre phénoménologique, c'est de voir l'écart qu'il y a entre ceux qui croient dans la parole, si on peut employer ce terme, gouvernemental, c'est-à-dire des instances officielles, et ceux qui n'y croient pas. Il y a un écart qui est troublant, parce que vous comme moi, vous connaissez des gens que vous croyiez proches de vous, et qui en fait s'avère plutôt qu'il est absolument impossible de nouer le moindre dialogue avec eux. Le dialogue est impossible. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il s'agit là véritablement d'une croyance. Une croyance qui est ancrée très profondément. La démonstration logique ne sert strictement à rien. Vous pouvez démontrer quelque chose, vous ne ferez pas sortir quelqu'un qui est dans une croyance de sa croyance. Eh bien, c'est justement ça, paradoxalement, qu'on peut aborder par cette notion de lutte des classes. La lutte des classes est peut-être le concept le plus incompris de Marx. Il y a beaucoup de concepts incompris
dans la philosophie. Chez Hegel, chez Marx, même chez Platon, je dirais, la notion d'idée chez Platon, elle n'est pas comprise. Et par exemple, quand Aristote se met sur un âne pour dire il n'y a pas d'idée de l'âne, il y a juste cet âne-ci, Lacan lui répond il anistote. Le nom du nom du père, le nom du sans cela pour le zeste ou le zeste d'éternité, d'où il résulte tout de même à prendre un peu de recul que le réel, c'est ce qui existe au sens, en tant que je le définis par l'effet de la langue sur l'idée, soit sur l'imaginaire supposé par Platon, à l'animal par l'être, entre autres animaux, corps ou diable au corps, comme vous voudrez. Car pourquoi pas comme ça, puisqu'on est dans la débilité mentale. Un débile mental en vaut un autre, pourquoi pas Platon? Aristote qui lui argumente sur l'idée d'âne pour dire que l'âne est un âne, et bien lui, et qu'il n'y a pas d'âne majuscule, il Aristote lui aussi. C'est-à-dire qu'Aristote lui-même fait l'impasse sur une dimension platonicienne, et pourtant Aristote c'est le fondateur de la science moderne. Pas seulement, mais en tout cas qui pose les bases à partir desquelles l'écriture hébraïque notamment va permettre de construire ce qui aujourd'hui, en quoi consiste la science moderne. Donc c'est pas n'importe quoi Aristote, c'est peut-être le plus grand philosophe de tous les temps. Et pourtant, il construit tout son système sur une mauvaise perception de quelque chose de Platon, qui est l'idée platonicienne. Bon, je ne vais pas développer ça, parce que je ne suis pas philosophe, mais on pourra y retourner un peu plus tard, au fil de la démonstration. Donc, je reviens sur cette lutte des classes. La lutte des classes, très souvent, on s'imagine une espèce de théâtre avec des barricades, des gens qui sont au pouvoir officiel, riches, armés et en uniforme, et puis les autres, les miséreux, qui dressent des barricades dans la rue et qui essayent de faire valoir quelque chose qui est de l'ordre de leur propre existence dans ce monde qui les dénie. Et donc on s'imagine qu'il y a déjà a priori deux classes, qu'il y a une classe au pouvoir, dirigeante, et puis une classe qui est exploitée, et que la lutte des classes, ça serait le combat entre ces deux classes. Et c'est pas du tout ça, la lutte des classes, chez Marx. Il n'y a qu'une seule classe chez Marx. C'est difficile de concevoir la lutte s'il n'y a qu'une seule classe. La classe, c'est la classe bourgeoise. C'est-à-dire que Marx, dans sa perspective historique, donc, il déploie quelque chose qui est de l'ordre d'un changement de paradigme. Alors, aujourd'hui aussi, on assiste à un changement de paradigme, c'est pas tout à fait le même, on en a parlé au séminaire précédent. Ce changement de paradigme, c'est le passage de ce qui s'appelle la société féodale à la société bourgeoise. Et donc, la mise en place de la classe bourgeoise, c'est quelque chose qui correspond dans une approche, disons, hegélo-lacanienne, je n'ai pas peur des mots, à l'instauration d'un certain type de discours. Il y a une classe, mais les autres ne constituent pas forcément a priori une classe, parce que pour constituer une classe, il faut avoir ce que Marx appelle une conscience de classe. C'est pour ça que dans les Grundrisse, prolegomène en quelque sorte, le fondement, Marx rejoint là ce qu'on appelle l'idéalisme allemand, c'est-à-dire aussi bien Kant que Hegel, sur le sujet
post-cartésien, hein, le cogito ergo sum de Descartes, où Lacan démontre que le premier jeu n'est pas le même que le deuxième jeu. Je pense, cogito, je pense à quoi? Je pense que je suis. Je pense, je suis. Mais Lacan démontre que nous restons dans le même registre qui est celui de la pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être. L'être n'est qu'un être de pensée. Donc Descartes fait ce premier pas. Kant, à la suite, et Hegel vont développer un système très sophistiqué sur le plan logique et très beau, qui amène à concevoir que, effectivement, le sujet est vide. Donc, le sujet de Marx des Grundrisse, c'est un substanzlos subject, c'est-à-dire ce qui veut dire littéralement un sujet sans substance. Un sujet sans substance, c'est un sujet qui n'a rien, il n'a pas de substance. Il est ce point vide à partir duquel s'agrège toute une série de prédicats. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prolétariat déjà en place. C'est-à-dire que le prolétariat est un devenir. C'est devenir la possibilité de prendre en compte qu'il n'y a pas, alors là, je fais appel à Lacan dans la troisième, il n'y a pas de discours pour faire lien social. Je vous ai dit peut pourtant avoir été mal entendu ce que je viens de vous dire, non? Entendu de sorte que ça soit pris au sens de savoir si la psychanalyse est un symptôme social. Il n'y a qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire, c'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit semblant. C'est à quoi Marx apparaît, apparaît d'une façon incroyable. Aussitôt dit, aussitôt fait, ce qu'il a aimé implique qu'il n'y a rien à changer. C'est bien pour ça d'ailleurs, tout continue exactement comme avant. Donc le prolétariat est en devenir, c'est pas forcément les pauvres le prolétariat, c'est ceux qui n'ont pas de discours pour faire lien social. Alors, on reviendra à la fin du séminaire sur Mandeville et un petit exercice par rapport à la tripartition sociale de Mandeville. Parce que là, nous sommes dans du 2 avec la lutte des classes. Donc, la lutte des classes, c'est un 2 impossible a priori. Il y a une classe, la bourgeoisie, au pouvoir, qui est prise dans un discours, et puis tous ses satellites, c'est-à-dire ceux qui, justement, ne se posent pas la question de ne pas avoir de discours pour faire lien social. Et il y a le plus troublant, c'est là mon point de départ aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une incommensurabilité entre les deux classes, justement, puisqu'il y en a une qui n'en est pas une. Donc déjà, c'est-à-dire qu'elle est en formation, elle serait une classe à condition qu'il y en ait assez pour se rendre compte qu'il n'y a pas de discours pour faire lien social et qui se met dans cette position de ne pas avoir de discours pour faire lien social, donc d'être à la recherche d'un discours pour faire lien social. Mais revenons à des choses plus simples. Pour l'instant, je développerai ça tout à l'heure. Donc, une manière de concevoir l'incommensurabilité, parce que c'est ça qui nous trouble actuellement. Vous avez des gens que vous croyez connaître, même parfois des gens que vous aimez, qui se trouvent dans une position radicalement incompatible avec la vôtre par rapport à ce qui se passe en ce moment sur ce qui est convenu d'appeler la crise sanitaire. C'est pas une crise sanitaire, c'est une crise structurelle, c'est une crise des discours, et si on remonte un peu plus loin, ça ressemble à une querelle théologique, en vérité, par rapport à des croyances. C'est un système de croyances qu'il y a derrière. Et donc, pour comprendre ça, on va faire un petit détour plutôt
par Lévi-Strauss dans l'anthropologie structurale, oui, ou dans la pensée sauvage, je crois que c'est l'anthropologie structurale, où il découvre chez les Winnebago, une tribu d'Amérique du Sud, déjà la mise en place de ce que Marx a appelé la lutte des classes. Sans évidemment connaître, je suppose que c'est Marx bien sûr, mais les Winnebago, pas du tout. Aucune idée de ce qu'il y a pu avoir quelqu'un qui s'appelle Marx. Mais ce qu'il découvre en étudiant très précisément le fonctionnement de la société, c'est qu'il y a deux conceptions de la tribu. Donc c'est plutôt une tribu qu'une société. Et ces deux conceptions sont absolument incompatibles. C'est-à-dire, il y a ceux pour qui le village se déploie de manière circulaire, sphérique, spiralée, autour d'un vide central qui englobe ses membres. Et il y a ceux pour qui le village, en fait, s'étend en fonction d'une position d'un côté ou de l'autre d'une ligne médiane qui coupe le village en deux. Donc, deux moitiés ou une espèce de sphère, comme ça, dans laquelle tout le monde serait englobé en fonction d'un mouvement. Donc on voit là qu'il y a deux conceptions qui sont incompatibles. Alors on peut se dire, oui, mais il suffit par exemple d'être quelqu'un d'extérieur et puis on peut voir ça et dire la compatibilité. Eh bien non, ce qui caractérise la lutte des classes chez Marx, c'est que justement, on ne peut pas s'en extraire pour avoir une vision objective de ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'on est toujours déjà a priori pris dedans, et c'est depuis ce point de vue-là qu'on voit la manière dont on croit voir l'organisation du monde. C'est pour ça que le vrai marxisme n'est pas une Weltanschauung. Quelque part, Marx déjà, ça c'est Lacan qui dit ça, et le marxisme, comme la psychanalyse, n'est pas une Weltanschauung. Parce que tout simplement, la position d'énonciation ne peut pas être extraite de la vision. Anschauung, c'est quelque chose qui se présente à soi, comme ça, une vision du monde, ne peut pas être extraite de la vision. Ce n'est pas neutre. Alors, évidemment, cette lutte des classes, telle qu'elle se présente chez Marx, eh bien, on va la retrouver exactement de la même manière chez Lacan, chez Freud, bien sûr, d'abord, mais c'est Lacan qui va en donner le thème, avec la différence sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se placer du point de vue de l'autre. C'est-à-dire que dès qu'on parle de l'autre, on parle de la naturalisation qu'on fait de l'autre, que le sujet, plutôt que on, que le sujet fait de l'autre à partir de son propre point de vue. Alors par exemple, vous allez trouver une image sur Internet avec écrit par terre un 6, d'un côté, la personne voit un 6, et de l'autre côté, donc de façon opposée, l'autre voit un 9. Et cette image est censée expliquer justement la différence des points de vue, et le fait qu'il y a des points de vue différents avec lesquels justement on ne peut pas s'entendre parce que y en a un qui voit d'un côté et l'autre qui voit de l'autre. Mais cette image est trompeuse. Parce que justement, la lutte des classes ou la différence sexuelle, ce n'est précisément pas ça. C'est-à-dire, quand on voit le 6 ou le 9, d'un côté ou de l'autre, on voit la même forme inversée. Donc ça veut dire que l'autre, on le considère comme l'autre en miroir, une image de miroir. Alors que dans la lutte des classes, la véritable lutte des classes, c'est pas du tout, l'autre n'est pas mon inverse en miroir. C'est incompatible d'être le petit cercle ou le grand cercle, ou d'être d'un côté ou d'autre de la ligne. C'est absolument incompatible. C'est la véritable altérité, là. Une altérité radicale, un autre absolu. C'est pour ça que la lutte des classes, paradoxalement, c'est du 1, c'est-à-dire il n'y a qu'une classe, qui passe
par le 3 pour donner du 2. Ça, on est exactement à la fois dans Frege et dans Cantor, c'est-à-dire que le 2 ne peut pas être déduit du 1. Le 1 ne peut être que couvert par le 3 qui lui-même donne du 2. Qu'est-ce que le 3 fait d'un s'il n'y a pas le 2? Est-ce que simplement à ce qu'il y en ait 3, l'aleph 0 est déjà là? Il est certain que si j'ai non que de 2, il n'y a pas, parce que ça serait inscrit du même coup dans le réel la possibilité du rapport tel qu'il se fonde du rapport sexuel. Est-ce que ce n'est que par le 3, et comme je l'ai écrit l'autre fois au tableau, par la différence de 1 à 3 que procède ce 2, est-ce que tout ceci nous porte à poser la question qu'il a fallu pour que nous fassions ce pas, qu'Aleph 0 ait cessé de ne pas s'écrire. Et c'est là où on assiste à la véritable altérité. Parce qu'il y a du 3. La lutte des classes, c'est une dialectique. Ce n'est pas une opposition binaire, justement. Or, nous sommes, justement, comme j'ai essayé d'en parler dans les derniers séminaires, dominés depuis une cinquantaine d'années, ça fait juste 50 ans, c'est 1970, l'inscription de l'autorité parentale en lieu et place de l'autorité paternelle, dans un monde binaire, où il n'y a plus de 3. Le 3 a été évacué. Quand vous êtes aujourd'hui sur un formulaire, c'est ou ça ou ça. Donc vous devez cocher une case et vous allez être ou dans cette dimension ou dans cette dimension. Il n'y a pas 3 termes. Et on croit que c'est parce, dans un premier temps, on serait censé se dire que c'est parce que nous sommes soumis à ce point à la logique qui régit l'informatique que nous sommes devenus comme ça. Mais non. C'est-à-dire que c'est déjà une notion dans les années 50, plutôt 70. C'est déjà une notion dans les années 70 qui apparaît et qui va donner ce système informatique. Et aujourd'hui, nous sommes intégralement dominés par ce genre de logique. Intégralement, non, heureusement, puisque sinon je ne pourrais même pas dire ce que je vous dis aujourd'hui. Et c'est là il faut faire la différence entre les lecteurs et les non-lecteurs. On en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des lecteurs et qui sont au pouvoir, qui sont partout, qui sont les décideurs, etc., n'accèdent pas à cette 3e dimension. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons à rien. En vérité, ce qu'il fait là, c'est-à-dire qu'il donne l'occasion à n'importe quel dégénéré, quel débile mental, de se prendre pour un soldat de Dieu et de trouver un sens à sa vie, un sens définitif comme ça, alors qu'il n'y a aucun sens. Donc c'est une faute impardonnable, en plus de se mettre la majorité des pays arabes sur le dos pour la France. C'est inqualifiable une manière de faire comme ça. Mais en fait, il ne sait pas ce qu'il fait, Macron. Au début, j'avais une certaine, comment dire, je me disais, ce type-là est intelligent. Mais j'ai déchanté. J'ai vu qu'il était intelligent par rapport à ceux qui l'entouraient. Donc c'est trompeur, parce qu'il est entouré vraiment par des gens qui sont inintelligents, mais qui passent pour des sommités. Quelqu'un comme Attali, par exemple, se présente lui-même comme un type hyper intelligent. En fait, c'est juste une perversion, mais il n'y a rien d'intelligent derrière. Parce que l'intelligence, ça veut dire interliguer, ça veut dire savoir lire entre les lignes.
Et pour ça, il faut accéder à la troisième dimension. Les gens qui sont à ce point dans deux dimensions ne peuvent pas être des gens intelligents. Donc après, on m'accuse en me disant oui, mais c'est parce qu'ils sont mal intentionnés, etc. Mais avant tout, ce sont des non-lecteurs. C'est-à-dire que nous sommes quand même gouvernés par des non-lecteurs, des gens qui n'ont pas accès à la troisième dimension. Alors, revenons aux mathématiques. Alors, j'avais dit que, effectivement, cette bidimensionnalité qui domine le débat, qui domine l'ensemble de ce qui peut se penser sur ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est une forme de réduction qui trouve son mode compensatoire par des effets de rhétorique, justement. On parle de réalité augmentée, sans se douter une seconde, par exemple, que la réalité, c'est déjà le fantasme. Qu'il n'y a de réalité, comme on l'a vu avec l'histoire de la lutte des classes, il n'y a de réalité qui ne soit portée par un discours. Donc c'est en fonction du tropisme de chacun que se définit la dite réalité. Il n'y a pas de réalité objective. Il y a une forme d'objectivation de la réalité qui correspond à une sphère particulière, qui est notamment la sphère mathématique avec son langage particulier. Et ensuite, Lacan, justement, démontre que dans le passage, notamment de ou pire à encore, que la modélisation mathématique évacue ce qu'il en est de la jouissance féminine. Donc, ce qu'il en est du réel. Donc, le réel, c'est toujours trois dimensions. Et c'est là où c'est intéressant de voir que les discours, vous vous souvenez, la topologie, donc, sont au nombre de 4. Et de ce 4-là, Lacan va passer, notamment entre encore et les noms du père, mais le saut sera fait entre les noms du père et RSI, du 4 au 3. Parce que c'est à partir de ce 4-là où il y en a un qui est superflu. Comme par hasard, celui qui est superflu, c'est celui qui domine actuellement, c'est-à-dire le discours universitaire. Puisque le discours universitaire, c'est le discours qui fait recel du signifiant maître. C'est comme s'il n'y avait plus de signifiant maître. En gros, tous ces gens qui prétendent à la réalité, qui prétendent la réalité, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils occultent ce qui se trouve en bas à gauche sous la barre dans le discours, c'est-à-dire le signifiant maître. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des par-lettres. Et en tant que par-lettres, c'est-à-dire dominés par la parole, le fait que le désir fasse sa loi au sujet et que le désir lui-même est inféodé aux lois du langage font que, pour cette espèce très particulière de créature que nous sommes, c'est la parole qui domine parce que nous sommes gouvernés au départ, notre désir est entièrement dominé par le signifiant. Ce signifiant-là, c'est ce qui va permettre de concevoir cette troisième dimension qu'est le réel. Alors Lacan n'y arrive pas tout de suite au début, il y a dans les premiers textes de Lacan, il n'y a pas vraiment de différence qui est faite entre la réalité et le réel. Mais ensuite, justement, il y a tout ce travail qui permet d'extraire cette dimension du réel, notamment par ce qu'il a appelé le retour à Freud. Et au fond, quand on lit avec beaucoup d'attention Freud, puisque c'est quand même notre père à tous dans la psychanalyse, comme dit Lacan, il est toujours question, ça tourne toujours autour du nom du père. Le nom du père, c'est effectivement cette troisième dimension qui a été évacuée. Elle a été évacuée avec l'autorité parentale, on l'a vu, mais elle est évacuée aujourd'hui de tous les processus dits de pensée, puisque cette dimension qui est celle de la case vide, du vide du père, c'est justement la dimension de la nomination. C'est-à-dire que le père nomme et le père lui-même est nommé sans qu'aucun nom ne puisse lui correspondre. Les 1000 milliards de noms de Dieu sont l'aveu de l'échec, de l'incompatibilité
du nom et de la chose. Naming. Oui, naming. Quel est le rapport de ce naming, comme le dit le titre d'un livre, avec la nécessité? L'inouï, c'est que, depuis longtemps, n'est-ce pas, il y avait un nommé Platon qui s'est rendu compte que il y fallait le tiers, le troisième terme, de l'idée, de l'eidos, qui est quand même un très bon mot grec pour traduire ce que j'appelle l'imaginaire. Mais ce que ça veut dire l'image. Il a très bien vu que sans l'eidos, il n'y avait aucune chance que les noms collent aux choses. Ça n'allait pas jusqu'au point qu'il énonce le nœud borroméen des trois, du réel, du symbolique, de l'imaginaire. C'est parce que le hasard ne lui avait pas fourni. Et, parallèlement, le père, c'est le père nommant. Le fait de nommer, c'est ce qui, justement, va accrocher le par-l'être que nous sommes à ce registre-là du sens. Du sens pour lequel, en bon logicien, il faut accepter qu'il y ait du non-sens. Donc le sens se prend au bord du non-sens, et il se prend parce qu'il y a du réel. Il s'agit d'épuiser le langage jusqu'à le torturer même, plus qu'il nous torture lui-même, afin d'arriver jusqu'à cette aphanésis du sujet qui est lié à l'effondrement du sens dans le langage. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est ce qui est d'ordre sexuel, puisque c'est dans le sexe que le langage se fait. Donc, nous avons cette capacité de nomination, qui est liée, vous l'avez vu, vous vous souvenez, signifiant maître, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où le père meurt qu'il devient effectivement père. Parce que là, c'est le mot qui vient à la place de la chose. Donc, le père nommant, par sa propre disparition, son retrait, il disparaît. Il existe au symbolique, ce en quoi il est réel, c'est un père réel, puisqu'il existe au symbolique, qui lui maintenant nous permet de nommer, et d'être dans le sens, dans le registre du sens. C'est là où on passe du 4 des discours au 3 du nœud borroméen, c'est-à-dire la dimension de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Je poserai, si je puis dire, cette année la question de savoir si, quant à ce dont il s'agit, à savoir le nommement, l'imaginaire du symbolique et du réel, il faille cette fonction supplémentaire, en somme, d'un tort de plus, celui dont la consistance serait à référer à la fonction dite du père. C'est bien parce que ces choses m'intéressaient depuis longtemps, quoique je n'ai pas encore à cette époque trouvé cette façon de les figurer. J'ai commencé les noms du père. Il y a en effet plusieurs façons d'illustrer la manière dont Freud, comme c'est patent, son texte, ne fait tenir la conjonction symbolique de l'imaginaire réel que par les noms du père. Parce que ce nœud-là, c'est notre consistance même en tant que par-l'être. Nous n'avons pas d'autre consistance que ce nœud-là. Nous sommes cette consistance-là qui est imaginaire, mais qui est gouvernée par le réel. Mais la consistance, elle est imaginaire. C'est-à-dire que c'est le fait que le 1 et le 3 sont indissociables l'un de l'autre. Raison pour laquelle Lacan appelle la vraie religion la religion trine,
celle qui a fait de cette trinité divine son unité impossible. Ce 3-là, qui, effectivement, je vous renvoie aux études de Cantor, de Frege, notamment, sur l'impossibilité de déduire le 2 du 1 et de ne pas pouvoir dissocier le 1 du 3, que le 2 ne vient qu'après coup, c'est ce qu'on retrouve là dans la possibilité de ressourcer la pensée sur une logique mathématique à la condition, et ça c'est une avancée qui est aujourd'hui complètement passée sous silence et qui serait du plus grand intérêt aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé à un moment l'intuitionnisme. L'intuitionnisme, c'est c'est un mouvement qui a été créé par des mathématiciens célèbres pour alerter sur la différence entre ce qui est calculable et non imaginable. Et pour eux, la mathématique devait s'en tenir à une possibilité de ressourcement sur l'imaginaire, ce qui n'était pas du tout les propos qu'ils ont employés. Mais en tout cas, l'imaginable sous peine de perdre toute possibilité de contact avec le réel. C'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la tentation, tentation transhumaniste. C'est-à-dire, comment on définit le transhumanisme? Un ami qui m'a posé la question. Je dirais que c'est cette espèce de croyance inquestionnée sur l'innovation technologique, le syntagme le plus employé, susceptible de résoudre tous les problèmes que peut se poser l'humanité. Ce qui est une aberration du point de vue de la logique, c'est-à-dire comment, justement, l'évacuation d'une dimension qui est celle du réel, du 3, peut-elle trouver sa résolution dans une réduction au 2 ? On voit que, justement, là, on a basculé d'un paradigme, donc d'un système incomplet depuis l'Orestie d'Échille, avec cette place du père qui était laissée vide, à une certaine consistance de la logique, à maintenant ce fantasme de complétude et une inconsistance logique, ce qui va nous amener à beaucoup de catastrophes. Et notamment par l'instauration de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un ordre de faire absurde. C'est pour ça que c'est bien trouvé quand même, l'absurdistan tel qu'il a été énoncé par nos amis allemands. Il est tout à fait étrange que là, le social prenne une prévalence de nœud qui littéralement fait la trame de tant d'existence, c'est qu'il détient ce pouvoir du nommé A, au point qu'après tout, s'en reste un ordre qui est de faire. Ce passage de la tridimensionnalité à la binarité. En fait, dans les mathématiques, quand on fait un peu de mathématiques, bon, moi je l'ai fait un peu il y a longtemps, mais j'ai surtout questionné mon cousin, que j'adore, et qui est agrégé de mathématiques très jeune, et qui a fait sa thèse sur la théorie des nœuds. Et je voulais lui demander confirmation. Et ce que voulait dire Lacan quand il disait que dans un espace à 4 dimensions, c'est-à-dire ce à quoi prétend la mathématique modélisatrice maintenant, qui, en évacuant le réel, rajoute une dimension pour faire croire qu'ils sont 4e dimension, donc avec les supercalculateurs, l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, ça devient exclusivement calculable et non imaginable par l'homme. Donc ça donne des aberrations absolues, comme toutes les prévisions qui sont faites, les prévisions de décès, le prix à faire payer la cantine ou le repas en EHPAD, etc. Toutes les décisions sont prises sur la base de ces modélisations-là. Ces modélisations-là sont
la négation du réel, tout simplement de la même manière que une certaine orientation de la science qui a été prise aussi depuis un certain temps ne vise rien d'autre que l'éradication du sujet. Parce que le sujet, c'est la troisième dimension. C'est-à-dire cette dimension que Lacan a appelée le grain de sable de l'énonciation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être réduit à un discours dans lequel vous n'êtes pas convoqué en tant que sujet. Vous n'avez pas quelque chose à dire de vous-même. Donc l'évacuation du sujet, ça c'est l'idéologie scientifique dans laquelle on se retrouve maintenant et qui est portée par le discours universitaire, ce discours universitaire que Lacan finit par éliminer comme étant justement un développement du discours du maître en tant que c'est un maître perverti et qui ensuite donnera le discours capitaliste. Ça, je le revois à 3-4 séminaires en avant. Donc, nous avons aujourd'hui une domination d'un certain type de discours, et ce certain type de discours-là est ce qui est lui-même dominé par ce que Lacan a appelé le noméa. Le noméa, eh bien, c'est ce qui vient prendre la place du nommé, du fait qu'il y ait un père, et que cette place vide du père permet la possibilité de la dialectique et donc du 3. À ce nom du père se substitue une fonction qui est autre que celle du nommé à. Être nommé à quelque chose. Voilà ce qui pointe dans un ordre qui se trouve effectivement se substituer au nom du Père. Ceci prête ici la mère généralement suffit à elle toute seule à en désigner le projet, à en faire la trace, à en indiquer le chemin. Si le désir de l'homme, je l'ai défini pour être le désir de l'autre, c'est bien là que ça se désigne dans l'expérience. Et dans les cas où, comme ça, par hasard, il se trouve que par un accident, elle n'est plus là, c'est quand même elle, son désir, qui désigne son projet qui s'exprime par le nommé. Lacan, on arrive à dire que, avec le noméa, il n'y a plus besoin de père, justement. La mère seule peut y subvenir. C'est là où on retombe dans le 2, c'est-à-dire dans le couple infernal mère-fils. Hein, le couple Macron aussi, on peut dire. Hein, c'est-à-dire ce fantasme-là de Gaïa et de Chronos, donc, qui va émasculer Ouranos. Et c'est une société sans père. Une société sans père, c'est une société sans 3. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est-à-dire l'évacuation, par exemple, du monde chrétien, parce que le monde chrétien, c'est celui vraiment qui est le plus omis dans nos sociétés-là, alors que c'est l'origine même de notre civilisation, eh bien, c'est l'évacuation de cette notion de père qui équivaut évidemment à la négation de quoi? Bien de l'amour. Encore, l'histoire montre-t-elle, on a vécu pendant des siècles ce discours, de façon profitable pour tout le monde, jusqu'à un certain défaut, où il est connu, en raison d'un infime de l'histoire, qui est passé inaperçu, ne vous intéressez jamais, le spécifique dès lors, comme le discours du capitalisme. Nous n'aurions aucune espèce d'idée si Marx ne s'était pas employé à le compléter, à lui donner son sujet, le prolétaire.
grâce à quoi le discours du capitalisme s'épanouit partout où règne la forme d'État marxiste. Il distingue le discours du capitalisme. Et ceci va faire verso le rejet en dehors de tout l'échange symbolique. Avec ce que j'ai déjà dit, ça a comme conséquence. Le rejet de quoi? La castration, tout ordre, tout discours, s'apparente du capitalisme. Laisse de côté ce que nous appellerons simplement une chose, l'amour. Voyez ça, c'est un rien. Parce que le nom du Père, c'est la condition de l'amour. Alors là, Lacan fait une différence entre le nom du Père, tel qu'il apparaît chez Freud, et qui justement laisse comprendre ce qu'il en est de ce rapport-là dans l'inconscient, le nom du Père et de l'amour, avec les noms du Père au pluriel, qui pour Lacan ne sont rien d'autre que l'imaginaire, le symbolique et le réel. Là, nous sommes dans le 3. Nous sommes revenus dans le 3, et le réel, évidemment, c'est cette dimension qui fait passer dans l'autre dimension. Et ça, il faut vraiment, pour ça, relire le RSI de Lacan, parce que le cercle de... On appelle ça des rondes ficelles, ou des cercles, ou des tors de l'imaginaire et du symbolique. Mais la ligne du réel est ce qui permet de nouer les trois, et c'est vraiment l'autre dimension. Et là, il y a un cran supplémentaire qui est atteint, c'est-à-dire un pas qui a été fait par Lacan. C'est que le trou, qui est censé être le trou à l'intérieur du tore, et ce qu'il y a autour et à l'intérieur du tore, le trou, tore d'ailleurs, vous voyez, c'est cette figure-là, hein, donc il y a un trou central, le trou est toujours censé être le trou du réel. Et il se passe quelque chose de fantastique dans les récits, c'est que Lacan va au bout de la logique et conçoit que pour qu'il y ait un trou, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un bord, parce que sinon on ne peut pas concevoir le trou. Et donc il va faire basculer justement la notion de trou du réel dans le symbolique. C'est-à-dire que c'est à partir de la surface que peut se considérer le trou. Et donc il y a un passage comme un miroitement du trou, du symbolique au réel et du réel au symbolique. Et c'est l'imaginaire qui permet la consistance de ces trois. Donc on a ce rapport entre la consistance imaginaire, l'existence. Exister, ça veut dire sister, c'est-à-dire se tenir, ex, de l'autre côté, hein, extérieurement. Donc, on a l'existence qui qualifie aussi bien le réel au départ que le symbolique dans un deuxième temps. C'est-à-dire le symbolique existe au réel, c'est ce qui permet que nous puissions parler. Et en fait, dès qu'on est dans le symbolique qui existe, qu'est-ce qui insiste? Eh bien, c'est le réel. Nous avons l'insistance du réel, parce que ce qui n'existe pas insiste. Je veux revenir aussi sur quelque chose sur lequel j'ai commencé tout à l'heure et je n'ai pas fini. C'est la quatrième dimension, là, soi-disant mathématique, là, du transhumanisme, qui donc imagine un monde sans mort, donc sans finitude, sans finalité, sans eschatone, pour dire de manière théologique. Et en fait, ce que Lacan remarque, c'est que dans un monde à 4 dimensions, eh bien, on ne peut pas faire de nœud, tout simplement. Parce que si le nœud est la consistance imaginaire à partir de laquelle nous pouvons nous saisir de nous-mêmes en tant que par l'être, c'est notre seule consistance, on n'en a pas d'autre, eh bien, il faut que ce soit un univers en 3 dimensions. Donc, vous savez qu'en mathématiques, quand vous êtes en 2 dimensions, vous pouvez imaginer la 3e, quand vous êtes en 3 dimensions, vous pouvez imaginer la 4e, et quand vous êtes en 4 dimensions, vous pouvez imaginer la 5e. Mais quand vous êtes en 4 dimensions, c'est
Lacan, attention, il n'y a plus de nœud parce qu'il n'y a plus, cette fois, de dimension dans laquelle un nœud puisse se faire. Nous sommes juste avec des surfaces. Il n'y a plus la dimension de la ligne et donc la dimension du trou. Donc nous ne pouvons pas, nous sommes absolument assignés à cette troisième dimension du réel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, disons, l'état général de la pensée telle qu'elle se déploie? Et on a vu que nombre des penseurs que nous aimions bien, etc., ont dévalé dans les ornières du discours dominant. Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer encore de cette société? Eh bien, paradoxalement, oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, bien que ce soit très difficile, et que ça va être très difficile aussi pour nos enfants et nos petits-enfants, mais nous ne sommes pas coincés dans un discours. Il y a la possibilité d'en sortir, et c'est là tout le travail, le registre même de ce qu'on appelle le discours analytique. Si les trois autres discours sont sphériques, le discours analytique meut bien, et il s'agit de retrouver dans la parole assez de jouissance pour que l'histoire continue, en réinvestissant les possibilités que nous avons d'inscrire notre propre énonciation dans chacun de nos énoncés. Ça, c'est un travail qui est pour nous maintenant la possibilité, qui ne peut pas être évidemment médiatisé et passé sur tous les registres de représentation, mais qui concerne notre travail et la possibilité de créer de nouveaux liens, justement, liens sociaux, parce que vous savez que discours, dans la terminologie lacanienne, c'est l'équivalent de lien social. Et il s'agit, puisque nous avons perdu toute notion de lien social, il s'agit de recréer un lien social à deux. Et le recréer, ça veut dire ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire se replacer dans les conditions du rien. Le sujet, c'est rien. C'est un substancelos subject, un sujet vide. Il n'est rien d'autre que la possibilité pour nous de questionner notre rapport au langage et donc notre rapport au monde. Notre rapport au monde. Et là, je vais peut-être finir sur ça, à moins qu'il y ait des questions, bien sûr, après. Donc, je voudrais revenir sur la tripartition de Mandeville. Vous savez, on en a parlé un peu cet été, puis j'en ai parlé un peu à Uzès, et il y a 3 populations chez Mandeville. Alors, c'est pas la lutte des classes, la lutte, on a vu, c'est 1, mais qui se présente sous la forme d'un 2 qui n'existe pas, puisque c'est un 2 à venir, mais c'est impossible de déduire le 2 du 1, donc, comme c'est démontré en mathématiques. Donc, lui, il était directement dans le 3 dès 1640. Et ce 3-là, donc, on peut facilement le voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 3 populations. Il y a la population majoritaire qu'il appelle les hypocondriaques. Et les hypocondriaques, c'est ceux qui, justement, ne questionnent pas leur rapport au langage, et donc, d'une certaine manière, c'est ceux qui peuvent se payer de mots. On peut les payer avec des mots. On ne va pas les payer en espèces seulement très jeunes, mais on va leur donner des honneurs, on va leur faire croire qu'ils existent, etc. Parce que ce qui les caractérise dans cette névrose-là, qui est une névrose d'autopunition, c'est qu'ils veulent se faire passer pour plus vertueux qu'ils ne sont. Ils veulent se faire passer pour plus vertueux qu'ils ne le sont vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils sont, disons, aujourd'hui, les fameux spectateurs, téléspectateurs, etc., parce que ils sont dans un système de spécularité en rapport avec une image, et cette image leur renvoie une image d'eux-mêmes. Et donc ils vont être dans cette croyance, mais c'est purement l'idéologie à son maximum, puisqu'ils ne peuvent pas questionner l'idéologie. Ils sont dans cette espèce de rapport au miroir qui leur fait croire qu'ils sont meilleurs qu'ils ne sont, et donc qui sont du côté du bien. Voilà. Cela, c'est le gros de la troupe, disons, qui va être instrumentalisé
par les médias et puis le système langagier dominant, c'est-à-dire ce que Lacan appelle le discours court. On a une petite frange que Mandeville appelle les scélérats. Et les scélérats, en fait, ce sont les irréductibles. C'est-à-dire que c'est ce qui sert de repoussoir à la caste là, des hypocondriaques. Et donc, c'est évidemment les voleurs, les mendiants, les prostituées, etc., mais aussi les irréductibles, dans la mesure où ils savent très bien qu'ils n'ont pas de discours pour faire lien social. Ils ne peuvent pas faire lien social. Et l'intérêt de cette caste-là, c'est qu'elle sert de repoussoir et elle conforte la caste des hypocondriaques. Et puis à la caste plutôt des pervers, qui eux, la caste des pervers, instrumentalisent, évidemment, à des fins d'enrichissement personnel et de jouissance du pouvoir, cette tripartition-là. Eh bien, je dirais que repartir à zéro, c'est pas avoir une idée très haute de soi, d'une certaine manière, et puis il faut accepter de faire partie de la caste des prolétaires, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas de discours qui fait lien social. Et cette caste-là, c'est pas seulement les miséreux, etc., c'est ceux qui, prenant conscience qu'ils n'ont pas de discours pour faire lien social, sont dans les dispositions de justement trouver le lien social à deux par le travail. Quand, au départ, je me suis interrogé sur ce qu'était l'inconscient, je n'ai entendu le prendre qu'au niveau de ce qui constitue effectivement l'expérience analytique. À ce moment, j'avais de façon élaboré le discours comme tel, la notion, la fonction de discours ne devait dire que plus tard, c'est pour autant que ce discours est où se situe un lien social. Et donc, il faut le dire, politique. C'est autant que ce discours le situe que j'ai parlé discours. Savoir qu'on n'a pas de discours pour faire lien social, c'est être un prolétaire en devenir. C'est-à-dire, il y a ceux qui le restent réellement en tant qu'ils ne veulent pas du tout faire l'effort de ça et se contentent des modes de jouissance qui sont des modes rapides, en quelque sorte. La latouse, comme une petite jouissance, comme ça. Mais les autres qui veulent reconstruire la possibilité d'un lien social, ça commence par un lien social à deux, avec le travail de l'analyse. Et attention, justement, comme le deux, qui est assumé en tant que deux, permet de voir la troisième dimension, le lien social à deux, tel qu'il se passe dans l'analyse, puisque l'analyste lui-même n'est pas le grand autre, il n'est pas l'autre qui va donner ses indications à l'analysant. Eh bien, en vérité, ça réintroduit la possibilité dialectique du 3, puisque le rapport véritable à l'autre passe par, pour l'analysant, dans un premier temps, le rapport de lui au couple analysant-analyste. Et là, on retrouve ce 3 qu'on retrouve chez Kierkegaard dans son livre sur l'amour, et qui a beaucoup influencé Lacan, parce que la psychanalyse, ce n'est que ça. Ce n'est que quelque chose qui ne sacrifie pas, justement, l'amour en tant qu'il est, quelque chose qui est directement lié à la structure même de ce qu'on appelle nom du Père. Entendre comme vous voulez.